dans tout le processus d'évolution numérique. Et pour vous parler de la place de l'homme, à l'ère du digital, on a avec nous Fabien Fell. Elle est professeure en management des opérations à l'ESP Europe. Elle réalise actuellement une recherche pour le compte de la chaire Une usine pour le futur, que l'ESP a signée l'année dernière avec Safran et la Fondation d'entreprise Michelin. Mais je pense que vous pourriez nous donner peut-être des exemples aussi dans l'agroalimentaire. Oui, merci, merci Rita, merci de m'avoir invitée. Donc, comme Rita le disait à l'instant, je réalise actuellement une recherche pour le compte de la chaire Une usine pour le futur, qu'on a signée avec Michelin et Safran, donc pas du tout dans le cadre de l'agroalimentaire, mais j'ai un périmètre de recherche un petit peu plus large. Et je cherche notamment à voir s'il y a des conditions favorables à la mise en œuvre de la digitalisation, savoir est-ce que certaines organisations, notamment les organisations responsabilisantes, finalement sont plus aptes que d'autres à mener ce type de projet. Je m'interroge également sur le rôle de la conduite de projet. Est-ce que si on mène un projet en impliquant notamment les utilisateurs, à savoir les opérateurs et la maintenance, ça a des chances de mieux marcher. Voilà, je n'ai pas encore de conclusion définitive, puisque je suis en démarrage de recherche, mais je vous donnerai quelques exemples qui, bien que n'appartenant pas à votre industrie, peuvent éventuellement vous donner des idées et surtout suggérer des questions pour la fin de la présentation. Alors, très très rapidement, on sait qu'aujourd'hui, les drivers de la productivité vont plutôt passer du côté digital. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais on sait qu'on a, il y a longtemps, adopté le lean manufacturing pour améliorer les performances des entreprises. Dans un certain nombre de secteurs, alors moins le vôtre, on a beaucoup délocalisé dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, dans les années 90, 2000. Bon, on continue à un rythme qui se ralentit, mais ça continue encore. Cela étant, aujourd'hui, on sait qu'il y a une moindre attractivité des pays à bas coût. Il faut savoir par exemple que l'année dernière, il était aussi cher de produire en Chine de l'Ouest que dans le sud des États-Unis. Donc on relativise aujourd'hui l'intérêt financier à délocaliser. Et on attend beaucoup des systèmes digitaux qui vont permettre à la fois une customisation de la production, et puis éventuellement, ça on en reparlera, une relocalisation des systèmes de production, donc avec un impact sociétal qui peut être important dans certains secteurs. Alors ce qui va changer, je pense que vous avez déjà vu ce graphique, c'est finalement qu'on ne va pas changer l'ensemble des machines, comme on a pu le faire lors de la troisième révolution industrielle. On va plutôt travailler sur la connexion de machines qui existent déjà, avec un remplacement partiel, bien sûr, mais qui ne sera pas total et qui sera inférieur à ce qui a été le cas donc, dans les années 80-90. Alors très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'impact sociétal et social de ce mouvement de digitalisation, une définition rapide qui finalement n'en est pas une. Quand on regarde, nous, en tant que chercheurs, la littérature, on s'aperçoit qu'il y a à peu près une centaine de définitions de ce qu'est l'industrie du futur ou industrie 4.0, suivant qu'on reprend la terminologie française ou la terminologie allemande. On sait qu'on est sur une vague de technologies numériques. Il y a beaucoup d'outils, des objets connectés, des outils de réalité augmentée, des cobots, de la fabrication additive, etc. Bon, qu'est-ce qu'on attend de tout ça ? Bien, généralement, la qualité. La digitalisation est là pour aider à faire bien du premier coup. La productivité, naturellement. Et puis une certaine personnalisation des produits, comme je disais à l'instant, et ce, tout au long de la supply chain. Même si là, je vais plus centrer ma présentation sur ce qui se passe à l'intérieur des usines, il est clair qu'on a un impact attendu tout au long de la supply chain. Et donc, au-delà de ces aspects techniques, qui ne me concernent pas, je ne suis pas du tout branchée sur ces aspects-là, eh bien, on s'intéresse, en tant que chercheur, à l'impact sociétal et à l'impact social des évolutions qui sont attendues. Alors l'impact sociétal, c'est toujours ce qui vient en premier à l'esprit. Honnêtement, aujourd'hui, on n'en sait pas grand-chose.
Il y a des études qui sont extrêmement différentes, donc qui concernent le niveau d'emploi. La question étant toujours de savoir si les emplois vont être supprimés, dans quelle mesure on va perdre des emplois dans les pays développés. Bon, je vous ai indiqué 2 études qui ont fait date. Une étude d'Oxford qui était extrêmement alarmante, puisqu'il prévoyait 47% de suppression d'emplois dans les 20 ans. Un chiffre qui allait jusqu'à 70% sur les postes automatisables. Un rapport de l'OCDE qui était moins alarmant, puisqu'on était sur les mêmes hypothèses. On passait de 47 à 9% des emplois supprimés. Bon, et simplement 30% quand on prenait en compte les postes automatisables à plus de 50%. Donc aujourd'hui, c'est une question que j'évoque parce que c'est généralement la première chose à laquelle on pense. Bon, je ne me projetterai pas davantage sur les conséquences, dans la mesure où c'est pas complètement tranché. Et puis c'est pour moi une problématique macroéconomique. Or, vous êtes des chefs d'entreprise, des responsables d'entreprise, et la question, il faut se la poser au niveau micro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un responsable d'entreprise qui ne s'engage pas dans une démarche de digitalisation, eh bien, prend des risques par rapport à son entreprise et à la sauvegarde de l'emploi dans son entreprise. Donc, je voulais juste faire ce petit point macro, mais rentrer davantage maintenant dans des points micro. L'idée, c'est quand même qu'on voit dans la digitalisation l'opportunité de réindustrialiser la France, la France. Comme je disais tout à l'heure, il y a moins de différentiels, donc on peut se diriger vers des plus petites unités. La digitalisation, ça permet des petites usines, et non plus ces énormes usines qu'on avait notamment développées en Chine. Ce qu'on en attend également, et là ça vous concerne, c'est une amélioration de l'attractivité de l'industrie envers les jeunes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les usines, et vous le savez vraisemblablement, ont du mal à recruter des jeunes qui ont une image toujours assez, j'allais dire Zola, de l'usine. Bon. La digitalisation, ça leur offre l'opportunité de travailler finalement sur des outils qui ressemblent aux outils qu'ils utilisent chez eux, des tablettes, des téléphones dans certains cas. Donc on y voit là un espoir d'attirer des jeunes vers l'industrie. C'est possible également, ça rend possible une production qui sera plus respectueuse de l'environnement. Et l'idée, c'est au final de rééquilibrer le poids des régions françaises, justement en permettant de réindustrialiser certaines zones qui ont souffert des délocalisations dans les dernières décennies. Si je passe maintenant à l'impact social, c'est-à-dire quelles conséquences pour les salariés, qu'ils soient cadres ou non cadres, je vais faire la différence après, eh bien, on s'interroge d'abord sur les causes. Pourquoi est-ce que ça va changer socialement un certain nombre de façons de faire? D'abord, quand on parle usine du futur, on parle continuité digitale. Des informations qui vont passer de l'industrialisation à la maintenance, notamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être amené à travailler en commun. Je viens de citer les métiers des méthodes et de la maintenance, des métiers qui, a priori, ne travaillent pas ensemble de façon aussi pointue. Donc ça veut dire qu'il y a un langage à acquérir, des compétences transverses à acquérir, que ce soit de la part des méthodes ou de la part de la maintenance. L'usine du futur, c'est aussi finalement le traitement immédiat de l'information. On va avoir un accès, l'opérateur va avoir un accès immédiat à l'information. C'est intéressant uniquement s'il est capable de la traiter, c'est-à-dire s'il a les compétences nécessaires. Donc on va parler tout à l'heure développement des soft skills. Troisième point, on va avoir donc à faire accepter le changement. Il y a des réticences dans certaines unités, justement en raison des problèmes sociétaux que j'évoquais tout à l'heure, la crainte de perdre son emploi. Donc il faut rassurer, il faut accompagner le changement pour qu'il soit accepté et que tout le monde participe. Enfin, on parle de nouvelles technologies et dans un certain nombre de cas, il va falloir développer des formations, que ce soit des formations techniques ou des formations à ce qu'on appelle les soft skills. Et là, ça rejoint le premier point, on va travailler en commun et donc il faut parler le même langage. Alors,
Sur les métiers cadres, il y a déjà des études qui sont sorties. Donc là, c'était une étude réalisée par l'APEC en 2017 qui regardait les impacts sur les métiers des cadres. Donc, premier impact, l'introduction de technologies numériques dans tous les métiers. Ça veut dire maîtriser certains outils numériques d'aide à la décision. Et donc également une progression des métiers de l'informatique dans l'ensemble des industries. Transformation des métiers, je parlais de soft skills, on va voir que c'est vrai pour les opérateurs, c'est vrai également pour les cadres. Il va falloir monter en compétences, en qualifications, maîtriser des nouvelles compétences. Et puis donc, je reprends l'exemple que je citais tout à l'heure, savoir travailler ensemble. L'exemple le plus frappant, le plus mis en avant aujourd'hui, étant celui des méthodes et de la maintenance. Naturellement, l'émergence de nouveaux métiers. J'en ai listé quelques-uns, on ne va pas forcément tous les lire, mais des métiers qui sont vraiment en lien technique cette fois-ci avec les nouvelles technologies que l'on va mettre en place. Et puis, je l'ai déjà cité, une importance grandissante des soft skills, donc besoin de compétences liées au savoir-être, savoir communiquer les uns avec les autres, être créatif et en même temps développer de la rigueur, des choses qui ressemblent un petit peu à des injonctions paradoxales aujourd'hui, mais qui vont être nécessaires. Et on voit déjà que ces entreprises, aujourd'hui, qui sont impliquées dans la digitalisation, insistent sur les compétences transversales, donc non liées au savoir-faire métier, même si le savoir-faire métier, heureusement, reste important. Pour les non-cadres, deux problèmes différents sur lesquels on n'a pas encore de réponse complète, mais qui interroge notamment la chaire que nous avons à ESCP Europe. Donc, une question sur les nouvelles compétences à recruter, avec une difficulté des DRH aujourd'hui à réaliser des GPEC. On a du mal à faire des plans à 3 ans, à 5 ans, dans la mesure où on ne sait pas encore quelles seront les technologies qui seront utilisées dans 3 ans ou dans 5 ans. Le progrès va extrêmement vite. Bon, donc certains soulignent le rôle de l'éducation nationale. On attend de voir un petit peu quels seront les effets des réformes de la formation professionnelle et de l'alternance. Puis la deuxième question, c'est comment accompagner l'évolution des salariés qui sont déjà là. Alors, le problème se pose différemment suivant les industries, suivant que la pyramide des âges. Il y a des industries où il y a beaucoup de personnes qui sont sur le départ, qui vont bientôt partir à la retraite. Donc ces entreprises, elles vont avoir davantage à recruter, mais dans des entreprises où les profils sont plus jeunes, il va falloir faire évoluer les compétences. Et donc on pressent un rôle important de la formation continue. Alors quelques exemples de ce qu'est la digitalisation et de la façon dont ça impacte les hommes, et donc en particulier les opérateurs au travail. Donc premier exemple, c'est un exemple où on a mis en place des montres connectées qui donc sont portées par les opérateurs. Alors, le problème initial était qu'on était sur des machines très étendues, avec uniquement des alarmes visuelles lorsque une alerte survenait, lorsque on connaissait un problème en production. Et en plus, ces alarmes n'étaient pas tellement visibles, suivant l'endroit de l'îlot où se trouvait l'opérateur. Donc, c'était un projet de la direction. Il n'y avait pas de demande réelle des opérateurs au démarrage. Donc la direction a mis en place un groupe de travail en impliquant très fortement les opérateurs dès le début. Alors naturellement, pas sur le développement technique des montres. Il y avait une cellule technique qui était en charge de ces aspects-là. Mais donc ils ont impliqué les opérateurs avec des réunions régulières pour que les opérateurs définissent les 30 alertes principales qui allaient leur servir. Et sur ces 30 alertes, ils en ont retenu 10, tout simplement parce que si on met trop d'alertes sur une montre, au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire. Il y a donc un problème de capacité cognitive. Donc, ils ont défini ensemble les 10 alertes qui sont nécessaires à la réaction. Ils ont choisi le modèle de montre
Donc on leur a laissé effectivement le choix de l'ergonomie de cet outil. Ça a été d'abord testé en salle, ça a été testé en usine avec, je dirais, deux steps différentes. C'est-à-dire que d'abord, ils ont fait des essais dans un coin un petit peu caché, sans perturber la production. Et puis ensuite, ça a été testé en grandeur nature, avec aujourd'hui donc des résultats très, très positifs. Un temps d'intervention qui était de 17 secondes avant le début de l'opération, qui est passé à 3 secondes. Il est clair que cet outil-là ne permet pas de réparer plus vite, mais il permet de réagir plus vite lorsqu'il y a un problème. Et puis, on constate qu'il y a un effet positif, contrairement à ce qu'on pouvait anticiper, notamment donc une réduction de 16% du niveau de stress de l'opérateur, ce qui a été mesuré par des mesures un petit peu complexes. Bon, tout simplement parce que l'opérateur, finalement, n'est plus obligé de surveiller les alertes et de rester à proximité des lumières. Il sait que tant que sa montre ne bip pas, eh bien, la machine fonctionne correctement et donc qu'il peut vaquer à ses opérations sans stresser. Et il est donc aussi plus concentré pendant la réparation. Deuxième exemple, un exemple dans l'industrie automobile, on a mis en place des tablettes pour réduire les temps d'arrêt machine, sachant que là, on avait un problème, là aussi, de perte de temps, pas pour les mêmes raisons, mais parce que l'opérateur devait appeler la maintenance en cas d'arrêt. Donc aujourd'hui, l'opérateur a une tablette. Alors, suivant la gravité de la panne, l'opérateur fera toujours appel à la maintenance ou travaillera en auto-maintenance, sachant que la documentation technique est incluse dans la tablette. Il n'y a plus besoin de retourner à son micro pour aller à son ordinateur pour aller rechercher la documentation. Lorsque l'intervention est réalisée, au lieu de taper à l'écran, encore une fois, le compte-rendu d'intervention, l'opérateur, s'il a réalisé la réparation ou l'agent de maintenance, va dicter le compte-rendu à la tablette. Donc il y a un gain de temps pour l'opérateur ou pour l'agent de maintenance. Et bon, ce qui est envisagé derrière, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle pour enrichir la base de données des solutions. Si un problème est rencontré, la solution sera déjà dans la machine et ça devrait accélérer les réparations suivantes. Donc là, ils ont gagné du temps sur l'ensemble de ces niveaux et les opérateurs sont également montés en compétences. Enfin, un dernier exemple. Cette fois-ci en industrialisation. C'est l'exemple d'une ligne de traitement de surface qui jusqu'à présent était manuelle. Donc on avait des opérateurs qui promenaient des pièces avec des palans et qui les plongeaient dans des bains successifs. Donc l'objectif de l'entreprise, là, c'était de tenir REACH. C'était également un objectif de productivité. Donc là encore, un groupe de travail qui a été mis en place, participation donc de la maintenance, participation d'opérateurs volontaires. Donc dans les 3 cas, on voit bien qu'on a impliqué à chaque fois les opérateurs, les utilisateurs finaux. Donc les propositions ont été testées en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on a donné à l'ensemble des membres du groupe de travail des lunettes qui leur permettaient de se projeter sur les futures installations. Donc les opérateurs étaient impliqués. Ils ont donc fait des suggestions en termes d'ergonomie, d'amélioration dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, donc les pièces sortent depuis le mois d'octobre avec l'atteinte de la conformité par rapport à REACH, une réduction des temps opératoires et puis un meilleur confort pour les utilisateurs, pour les opérateurs qui ne sont plus obligés, comme je disais, de promener les pièces sur des palans. Donc si on résume, il y a une démarche à construire. Moi je fais un parallèle avec les démarches de Lean Management qu'on connaît, sur lesquelles on a davantage de recul, où finalement on peut rencontrer des craintes identiques, qui va entraîner donc des résistances relativement identiques. On sait qu'on vise une productivité accrue. Donc ça génère les mêmes peurs de réduction d'effectifs. Et puis il y a des peurs individuelles. On demande des nouvelles compétences. Avec le Lean, c'était la même chose. On demandait de la polyvalence, de la polycompétence. Donc il peut y avoir des craintes individuelles d'être dépassées par les nouvelles exigences du travail. Donc ce que je commence à voir en termes de facteurs clés de succès, même si mon échantillon n'est pas complet, même si j'ai encore d'autres recherches à mener, c'est que ce qui a l'air de marcher, c'est de définir une vision sur un projet donné,
la faire partager aux équipes. Et quand j'ai les équipes, ça va jusqu'au niveau des opérateurs. Alors il est clair que tous les opérateurs ne sont pas toujours partants. Et ça, il faut, je crois, l'accepter. Mais généralement, il y a suffisamment de volontaires pour qu'on puisse vraiment travailler avec un nombre suffisant d'opérateurs. Et ça veut dire changer un certain nombre de modes de fonctionnement, notamment sortir des fonctionnements classiques qui ont encore cours dans certaines entreprises où on est très top-down, où effectivement on a une direction qui va impulser des mouvements sans forcément prendre en compte les remontées du terrain. Donc ce qui a l'air de marcher, c'est un partage de l'information. Je vais continuer sur ce thème dans une seconde. Et puis formation, dans les entreprises que j'ai pu voir, de la formation aux techniques, mais aussi de la formation au savoir-être. Donc quand je dis changer les modes de communication, c'est bien sûr faire du top-down, surtout au début. Les projets que j'ai pu voir, l'impulsion, elle vient rarement des opérateurs. L'impulsion, elle vient de la direction, même si, dans certains cas, ça génère des idées. Et dans quelques entreprises, il y a des projets qui ont été impulsés par la direction et des opérateurs qui étaient dans d'autres ateliers, mais qui discutaient avec leurs collègues, commençaient à avoir des idées. Et on a d'ailleurs, dans certains cas, des problèmes de canalisation, en quelque sorte, des idées des opérateurs. J'ai vu par exemple dans une entreprise qu'ils ont eu un problème avec des salariés qui avaient envoyé des photos des produits chez Google pour voir si Google savait reconnaître les défauts. Voilà. Donc ils s'étaient un petit peu laissés embarquer par le progrès, mais justement parce que leurs collègues opérateurs d'autres ateliers avaient été complètement impliqués. Et ce que je commence à voir apparaître, c'est un cercle vertueux entre responsabilisation et digitalisation. Donc la responsabilisation, elle n'est pas forcément liée à la digitalisation. Elle existe dans certaines entreprises depuis longtemps parce qu'on a mis en place du lean management il y a un certain temps. Donc on a responsabilisé les opérateurs. Donc finalement, on a déjà donné à l'opérateur des compétences étendues, ce qui veut dire une capacité à prendre les décisions. Et ça fait sens par rapport à la digitalisation, dans la mesure où la digitalisation, elle vise à donner à l'opérateur de l'information, mais cette information, elle sera utile que s'il est capable de la traiter, c'est-à-dire s'il a déjà cette capacité à prendre des décisions. Et donc ce qu'on voit, c'est que dans les entreprises responsabilisantes, la digitalisation, ça se passe plutôt bien. Et dans les entreprises qui n'étaient pas responsabilisantes à la base, la digitalisation entraîne une certaine responsabilisation. Parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce que sinon l'opérateur, il a accès à l'information, mais il n'en fait rien. Et donc, on a perdu du temps et on a perdu de l'argent. Je finirai juste avec une étude qui avait été réalisée l'année dernière par 8 étudiants du MBA, qui avaient interrogé des opérateurs en usine sur leur perception de la digitalisation et qui avaient fait un focus différent sur les moins de 40 ans et les plus de 40 ans. Mais globalement, ils avaient conclu qu'il y avait quelques différences, mais finalement assez marginales. Vous avez donc les lignes roses qui représentent les moins de 40 ans et les lignes noires les plus de 40 ans. On voit qu'on est quand même assez proche au niveau des... Oui, c'est des étudiants, donc pour eux 40 ans c'était un cap important. Bon, on n'avait pas fait de remarques à ce niveau-là, mais bon. Et bon, globalement, plus ou moins de 40 ans, il n'y avait pas de peur en soi de la digitalisation qui était exprimée. Ils avaient donc globalement conclu que la digitalisation, ça facilitait pour eux les tâches et ils se sentaient plus impliqués. Ce qui confirme ce que je disais à l'instant sur ce cercle vertueux, responsabilisation, digitalisation. Et donc, ce qui ressortait, c'est que les plus de 40 ans reconnaissaient que les jeunes apprenaient plus vite. Ils avaient aussi un besoin de partager leur savoir-faire. Et le seul point de désaccord était que les plus âgés demandaient davantage de respect de la part des jeunes, alors que les jeunes considéraient qu'ils respectaient assez les aînés, qui est un point un peu anecdotique et pas forcément en lien avec les conséquences de la digitalisation dans les usines qui avaient été étudiées par ces étudiants. Et donc en termes de conclusion,
on avait identifié, enfin les étudiants avaient identifié certaines résistances au changement, hein, notamment parmi les plus âgés, mais je vous l'ai dit, on n'entraîne pas forcément tout le monde. Hein, le tout est de trouver suffisamment de volontaires pour avancer. Et des volontaires, on en trouve. Et souvent, on voit au cours d'un même projet que le nombre de volontaires augmente. C'est-à-dire qu'au début, les gens peuvent ne pas forcément voir l'intérêt à s'impliquer dans le projet. Hein. Au début, on a plutôt les jeunes geeks, hein, qui vont rentrer dans le projet. Et dès lors qu'ils affichent les résultats, qu'ils discutent avec leurs collègues, eh bien, il y a davantage de volontaires, y compris dans d'autres populations qu'on n'aurait pas forcément pressenties au démarrage. Bon, dans l'échantillon, on avait un petit problème, hein, qui était un nombre important de départs à la retraite qui était prévu. Donc là, ça complexifie un petit peu les choses, notamment en termes de transmission des compétences, parce que le digital ne remplacera pas les compétences métiers. Ça doit être une aide aux compétences métiers, mais ça ne remplacera pas les compétences métiers. Et d'ailleurs, dans un certain nombre d'usines que j'ai pu voir, lorsqu'on a des nouvelles personnes qui arrivent en poste, on ne leur donne pas tout de suite les outils digitaux. On continue pendant entre, je dirais, 15 jours et 2 mois, dans les exemples que j'ai pu voir, à les former de façon un petit peu traditionnelle, de façon à ce qu'ils connaissent le métier, un métier de conducteur de machine, métier de maintenance, etc., avant de leur donner cette aide digitale. Et les préconisations, hein, bien sûr, on revient enfin, j'ai un petit peu anticipé finalement sur les préconisations, hein, c'est communiquer, engager l'ensemble des équipes, hein, de façon à les faire adhérer, développer l'empowerment, hein, donc ce que j'ai appelé responsabilisation, ce qu'on peut appeler aussi autonomie. Et puis penser aussi, parce que ça peut être un point de blocage, à organiser la réaffectation des salariés. Hein, je pense à un exemple d'usine où ils ont mis en place, ils sont en train de développer, alors non pas des AGV, hein, vous savez, ces petits véhicules automatiques qui se déplacent tout seuls, mais des outils un petit peu plus complexes, parce qu'ils transportent des poids relativement lourds, mais qui vont aussi se conduire tout seuls. Donc là, ils ont tout un travail de réaffectation des caristes. Hein. Il va falloir leur apprendre un autre métier, mais ils ont tout de suite, hein, cherché à rassurer les caristes dans ce projet, de façon à ne pas avoir un point de blocage dès le démarrage. Hein. Donc surtout, rassurer les gens, accompagner ceux qui vont continuer à travailler dans les ateliers digitalisés, mais rassurer ceux, hein, dont l'emploi sera supprimé, en leur permettant naturellement d'avoir un avenir dans l'entreprise sur un autre métier. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et je suis ouverte aux questions. Merci. Voilà, on a une question, monsieur. Bonjour, Julien Detemps, Société News. J'avais une question lorsque vous parlez des préconisations et des clés de la réussite que vous identifiez. Ce sont des choses qu'on retrouve beaucoup dans les clés de la réussite de projets d'excellence opérationnelle type Lean Six Sigma. Oui. Est-ce que du coup, des entreprises qui ont une longue initiative Lean Six Sigma ou excellence opérationnelle derrière elles pourraient être des terreaux plus propices à la digitalisation et à la réussite de ces nouvelles initiatives? C'est mon hypothèse de départ, effectivement, dans la mesure où il y a un lien fort. Hein, ce lien, j'en ai parlé rapidement, mais quand on a mis en place du Lean, et là je parle du Lean pas simplement en termes d'outils, hein, je pense qu'il faut faire la différence, mais bon, vous devez la faire, entre les entreprises qui ont mis en place du SMED, du Kanban, etc., donc pour lesquelles, à mon avis, il n'y a pas de terrain très, très propice, mais les entreprises qui sont vraiment allées dans le sens d'une démarche Lean, avec justement cette responsabilisation, la polyvalence, la polycompétence des opérateurs, sont à mon sens des entreprises dans lesquelles l'implémentation du digital est plus facile. Alors, merci. Pourriez-vous éteindre votre micro, s'il vous plaît. Christian? C'est celui-là. Bon. Bonjour, Christian Muson, GES. J'ai trouvé très intéressant votre exposé. Je voudrais savoir s'il y a une réflexion sur les risques de blocage et sur les plans B en cas de blocage. Et vous m'inquiétez un peu quand vous insistez avec des relents de psychologie bienveillante sur les interventions des opérateurs. Je trouve bien qu'on s'attache à leur donner une valeur, une importance et un intérêt à leur travail, mais le fait qu'ils interviennent, est-ce que ce n'est pas un risque de blocage?
Et est-ce qu'on a analysé ça comme il faut dans les exemples que vous nous avez présentés? Alors, deux réponses. Alors, mon échantillon est composé pour le moment d'entreprises qui n'ont pas de problème sur leur cahier de commande. Donc, même si on a augmenté en termes de productivité, il n'y a pas eu de risque de suppression de postes. Hein. Donc, je pense que le problème serait peut-être un peu différent dans une entreprise dont le carnet de commande n'est pas plein. Mais ce que j'ai vu, c'est au contraire une identification d'un risque de blocage si on n'implique pas les opérateurs. Si on leur impose effectivement un outil digital, ça risque de bloquer davantage que si on les implique, parce qu'en les impliquant, on leur montre, hein, bien sûr, hein, il y a une action de formation, mais il y a aussi une action de communication. Hein. Impliquer les opérateurs, ça vise aussi à les rassurer, ça vise à montrer qu'ils sont toujours là, ça vise à leur vendre, entre guillemets, également de meilleures conditions de travail. Et donc, pour moi, il n'y a pas de réflexion hein, sur un éventuel blocage, peut-être parce que les entreprises, ils sont allés progressivement. Hein. Il y a des entreprises où les opérateurs étaient plus partants que dans d'autres. Donc, on a pris dans certains cas un petit peu plus de temps pour expliquer les choses. Et puis, les projets se sont vraiment déroulés sur le terrain, hein, de façon à impliquer les opérateurs. On ne parle pas du blocage de la part du personnel, on parle du blocage du processus de production. Si on automatise trop et qu'on n'a plus la main pour revenir et pour corriger, ça peut effectivement bloquer. C'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que ça fait partie de la réflexion, en dehors du souci social, bien évidemment, à privilégier, mais je veux dire, il y a aussi la sécurité de la production en tant que telle, indépendamment du statut des opérateurs. Alors, je suis pas sûre de bien comprendre votre question. Je vois bien que vous ne comprenez pas mes questions. Mais en quoi ça pourrait... Non, mais en quoi ça pourrait... Non, mais ça peut être un point important. Et la réponse, elle est presque contenue, même si elle n'est pas bien comprise. Je sais pas. On peut, si vous pensez que c'est un point important, je vois pas en quoi ça pourrait bloquer la production. C'est quand même important, oui. Ah oui, non, ça. Je suis professeur en management des opérations, donc ça, effectivement, ça fait partie des basiques. Hein, ça fait partie des basiques. On est au moins d'accord là-dessus. En quoi ça pourrait bloquer la production? C'est ça que j'ai pas compris. Non, mais c'est la question que je vous pose. Est-ce que cette question est intégrée à la réflexion dans la mise en place de cette automatisation? C'est tout. Mais je vois bien que ça l'est pas vraiment, quoi. On va peut-être vous laisser en débattre après. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, éteindre le micro? Voilà. C'est un bon sujet pour le déjeuner. Donc on vous laissera en débattre et on vous fera le résultat après. On a encore une question, excusez-moi. Voilà. Bon, ça fonctionne. Cyril Héroux, Société ABB. Alors nous, on essaie de builder sur des usines complètes, neuves. Et un bon exemple, ou la preuve par l'exemple, on a essayé de partir avec certains industriels sur, on va dire, scratch en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient une usine neuve à construire, une extension, ou une vraie extension d'usine, hein, une beurrerie à côté d'une laiterie ou autre. Et donc, cette nouvelle entité ou cette nouvelle unité de production, en fait, on part de rien, il n'y a pas d'employés, ils sont tous à recruter, en fait. Et je voulais savoir si vous l'aviez inclus dans votre recherche. Parce qu'aujourd'hui, c'est la meilleure solution que nous, on a trouvée, ou que l'industrie a trouvée, pour prouver au reste de ces unités de production qu'il arrivait, donc évidemment partant de rien, c'est un peu plus facile, socialement ou sociétalement, en fait, et après, du coup, démontrer à tout le reste de ces employés et de ces autres unités de production que, du coup, c'est faisable. Alors, évidemment, il y a un gap technologique, il y a un gap générationnel, il y a un gap de tout. Donc, la question, c'était est-ce que vous l'avez inclus dans votre étude ? Alors, dans mon étude, j'ai effectivement des entreprises, alors, non pas qui parlent de scratch, mais qui ont choisi la deuxième option hein, que vous indiquiez, c'est-à-dire qui ont reconstruit complètement hein, un atelier. Hein, donc, effectivement, ça paraît plus facile. Maintenant, je ne veux pas me limiter non plus à ce genre de... dans la mesure où il y a quand même beaucoup d'unités qui n'ont pas forcément les moyens de tout reconstruire. Oui, c'est inclus dans l'étude. C'est inclus dans l'étude et justement l'idée c'est de voir si ça marche mieux. Mais on se doute que ça va mieux marcher dans ces conditions assez idéales où on choisit les personnes déjà en fonction donc de l'objectif de production. Moi, mon étude elle vise aussi quand même à regarder pour un nombre plus large d'entreprises qui n'auront pas les moyens de s'appuyer justement sur le bon exemple hein, que vous citez. Hein. C'est vrai que s'il y a un atelier tout neuf qui marche bien à côté, ça facilite la communication envers les ateliers plus anciens, mais toutes les entreprises n'auront pas les moyens d'ouvrir un nouvel atelier.
Juste vous citer un frein. Il peut y avoir le frein de ce que vous expliquiez tout à l'heure, la transmission et l'acquisition du métier. Puisqu'en fait, dans cette nouvelle usine, si vous insérez pas des anciens, entre guillemets, qui ont la connaissance métier, comment il va démarrer votre atelier? Il ne va pas démarrer qu'avec les robots. Alors l'exemple, j'ai pas été... Il y a une bonne interaction, Ouais. je dirais, il y a quand même des freins sur une nouvelle usine, comme sur une nouvelle ou une ancienne. C'est pour ça que je peux parler de l'inclure dans votre... Oui, on peut en discuter tout à l'heure, mais c'est vrai que dans l'exemple que j'ai en tête, ils ont construit une extension, donc ils ont repris l'ensemble des installations avec les anciens opérateurs qui ont été changés d'atelier. On va avoir un témoignage au moins avec M. Benoît Poignant tout à l'heure, j'espère, qui pourrait aborder également cette problématique. On verra, on en parlera. Non, mais je vous remercie pour cette intervention sur la place de l'homme au sein du digital. Juste peut-être pour fournir une petite réponse, je ne pense pas qu'on parle d'une automatisation complète de nos processus de production. On a parlé d'intelligence artificielle qui vient pour finalement mettre l'expertise au service des opérateurs afin qu'ils puissent faire proprement leur travail. Donc je pense qu'on n'est pas encore dans ce danger que vous avez peut-être essayé de décrire tout à l'heure. Enfin moi je reste convaincu que l'opérateur restera au cœur de nos opérations et que cet opérateur, on doit lui faciliter sa tâche et éliminer toutes les tâches pénibles qu'il peut rencontrer tous les jours. Et je pense que c'est vraiment le sens de notre démarche. En tout cas, je vous remercie et puis... Merci de m'avoir écouté. Merci. Donc on switch, on va parler maintenant de la blockchain qui a été évoquée ce matin par Pascal Pic. Donc parmi les